Je m'appelle Jean-Pierre Moreau. On m'a surnommé le mécanicien fou. Laissez-moi vous raconter une histoire que peu d'hommes ont vue. Une histoire de boue, de sang, de métal tordu, et surtout, d'une obstination à faire pâlir la mort elle-même. Nous sommes en pleine Seconde Guerre mondiale, loin des champs de bataille européens, quelque part dans la moiteur étouffante et le chaos des îles du Pacifique. Là-bas, le Pacifique n'était pas un paradis exotique, mais un piège vert, une machine à broyer les hommes et les machines. Chaque jour, nos as s'élevaient, et chaque soir, nous faisions les comptes macabres. Chaque avion perdu, chaque pilote manquant, c'était un trou béant dans notre ligne de défense, une victoire pour l'ennemi. Le P-38 Lightning, cette merveille ailée à double fuselage, était notre meilleur atout, mais même ses foudres s'éteignaient, brisées dans la canopée impitoyable. C'est dans ce décor d'enfer que j'ai trouvé mon destin, non pas en tirant, mais en vissant, en martelant, en soudant. C'est l'histoire d'un P-38, le fantôme de Gascogne, dont la carcasse gisait, mutilée, et que j'ai juré de ramener d'entre les morts. Mais avant de plonger dans cette folle aventure mécanique au milieu de la jungle, j'ai une faveur essentielle à vous demander, vous, les passionnés d'histoire et de courage qui regardez cette chaîne. Ces récits de guerre, ces moments où l'esprit humain défie l'impossible, ne doivent pas être oubliés. Si vous aimez l'émotion, le frisson de l'exploit et l'odeur de la poudre, alors tapez fort sur ce bouton « J'aime ». Votre soutien est notre munition. Et surtout, si vous n'êtes pas encore de notre équipage, abonnez-vous. Rejoignez les rangs de ceux qui se souviennent. Enfin, en commentaire, dites-moi de quel pays et de quelle ville vous regardez cette histoire. Je veux savoir où le souffle de cette guerre lointaine résonne aujourd'hui. C'est parti pour le récit du fantôme. La nouvelle était tombée comme un coup de fusil mal ajusté. Le P-38 de notre commandant d'escadrille, le capitaine Ace Sheridan, un type de Chicago qui pilotait comme un démon et riait comme un enfant, avait été abattu. Non pas au-dessus de la cible, non pas en combat aérien, mais touché par une DCA vicieuse en rase-motte. Il avait réussi l'exploit insensé de crasher l'appareil dans une clairière de la jungle de Nouvelle-Guinée, loin, très loin de notre base provisoire de Port Moresby. Le pilote était indemne, un miracle à faire douter un athée, mais son avion. L'appareil était un désastre. J'avais vu des épaves, bien sûr. Dans les premières semaines, les carcasses de métal froissé jonchèrent le bord de piste. Des squelettes d'aluminium qui nous rappelaient la fragilité de nos vies. Mais celle-ci était différente. Quand l'équipe de récupération, dont je faisais partie en tant que chef mécanicien de ma section, a atteint le site après 3 jours de marche épuisante à travers une boue qui aspirait vos bottes et une végétation qui voulait vous étrangler, le spectacle était à la fois désolant et fascinant. Le Lightning était encastré comme un jouet d'enfant dans une terre spongieuse, les 2 boumes de queue pointant vers le ciel tropical comme des mains suppliantes. Une hélice était tordue en forme de trèfle maudit, l'autre était pulvérisée. Le fuselage central, la nacelle de la cabine, était étonnamment intact, mais tout le reste n'était qu'un puzzle de pièces déchirées, de câbles sectionnés et de métal à vif. La jungle avait déjà commencé son travail de sape. L'humidité était une plaie ouverte, rongeant l'aluminium, incrustant la rouille dans chaque fissure. Les insectes, ces petits démons infatigables, avaient élu domicile dans les circuits électriques. Le site était un cimetière de métal vert, où l'odeur d'huile brûlée se mélangeait à la fermentation végétale. Les autres voulaient le saboter, récupérer ce qui pouvait l'être, un moteur peut-être, quelques instruments de vol, et rentrer. C'était la procédure standard. Un P-38 perdu dans la jungle est un P-38 perdu. Fin de l'histoire. Mais pas pour moi. Je suis français, né avec le sang des premiers aviateurs, avec la certitude que l'acier, même brisé, a une âme. Voir cette bête magnifique, notre outil de survie et notre instrument de vengeance, ainsi humilié par la terre et l'ennemi, m'était insupportable. J'ai fait le tour de l'épave, un rituel silencieux. J'ai touché l'aluminium froid, j'ai regardé les rivets sauter, j'ai écouté le silence des 2 moteurs Allison, et j'ai pris ma décision. Une décision folle, irrationnelle, qui a fait rire jaune le sergent-major en charge de la récupération. « Moreau, vous êtes fou! Il est bon pour la ferraille. On n'a pas les moyens, pas le temps, pas les pièces, pas la logistique pour sortir ça, encore moins pour le refaire voler. » Il avait raison sur toute la ligne. Nous n'avions rien, sauf ma rage et ma conviction.
La guerre ne se gagne pas seulement avec des bombes et des balles, mais avec une foi inébranlable dans la possibilité de réparer ce qui est cassé. J'ai passé 1 heure à examiner chaque dommage, à prendre des notes sur un carnet détrempé. Le moteur droit, celui qui avait pris le choc principal, était une épave irrécupérable, un bloc de métal irréductible. Mais le gauche, oh, le gauche, il avait souffert, il était décalé, mais il respirait encore. Le train d'atterrissage principal était pulvérisé, bien sûr, mais la nacelle de l'aile portait l'impact comme une cicatrice, pas une blessure mortelle. Je voyais au-delà des dommages, je voyais le potentiel. Je voyais ce P-38 revenir. Mon plan, que je n'ai pas immédiatement articulé, était un pari de titan contre la jungle, contre le temps, contre le bon sens militaire, et surtout contre l'ennemi. Mon idée n'était pas de le remorquer. Mon idée, c'était de le ressusciter sur place et de le faire redécoller de cette piste de fortune, de cet enfer vert. Le sergent m'a donné 24 heures pour récupérer le matériel essentiel, puis nous devions rentrer. Je lui ai demandé 48 heures, un pistolet et 3 hommes pour m'aider à établir un camp de base. J'ai menti. Je savais que 48 heures ne suffiraient pas. J'ai regardé le capitaine Sheridan, l'homme qui avait survécu. Il avait un regard dans les yeux, un mélange de honte d'avoir perdu sa monture et d'espoir incrédule. Il a acquiescé d'un seul hochement de tête. Le mécanicien fou était né, dans la boue et sous la pluie battante. La reconstruction du fantôme de Gascogne commençait, un acte de défi purement français. La première étape était de vider les réservoirs, sécuriser les munitions restantes, et surtout, démonter la partie la moins endommagée pour identifier la pièce maîtresse qu'il me fallait impérativement trouver. Un nouveau moteur. C'est là que l'improvisation allait devoir devenir une science exacte, et la recherche de pièces de rechange une quête digne des mythes. La jungle nous observait, attendant notre échec. Mais nous n'avions pas le droit d'échouer. Ce n'était plus un avion, c'était un symbole. Le « OK » du capitaine Sheridan fut le seul feu vert dont j'avais besoin, mais il ne signifiait pas une bénédiction de l'état-major. Il signifiait que je disposais d'une fenêtre de tolérance, pas d'un soutien logistique. Le temps qui nous était imparti fondait plus vite que la glace dans ce climat pestilentiel. La première nuit fut un enfer. La pluie tropicale est un déluge, une force physique qui ne se contente pas de mouiller, mais qui martèle, transforme la terre en bouillie et fait disparaître toute trace de civilisation. Nous étions 3, à l'exception de Sheridan qui avait été évacué, et moi, le fou, caporal Dubois, un petit homme aux mains d'or, capable de réparer une montre ou un moteur, et le jeune soldat Mercier, un gamin de la campagne dont la force brute valait celle de 2 hommes. Notre premier objectif, sécuriser les pièces irremplaçables et monter un abri de fortune autour de la carcasse du P-38. J'ai établi la liste des pièces nécessaires, un inventaire de l'impossible. Le moteur droit, l'Allison V1710, était la priorité absolue. Nous avions besoin d'un bloc complet, de préférence le même modèle, pour minimiser l'ajustement structurel. Un P-38 est une machine symétrique, et le déséquilibre d'un seul composant majeur pouvait le rendre incontrôlable. Le problème, c'est que les moteurs Allison ne poussaient pas sur les arbres de la jungle. Ils étaient l'équivalent de l'or pur sur cette île oubliée. J'ai alors entrepris ce que j'ai appelé, non sans cynisme, ma mission de vol d'organes. J'ai pris le risque le plus grand, celui de quitter l'épave pour me rendre sur un autre site de crash connu, à près de 50 km au nord. Un bombardier B-17, abattu 6 semaines plus tôt, gisait là. Ce n'était pas un Lightning, mais le B-17 utilisait des moteurs Wright Cyclone, différents des Allison du P-38. Mon pari, c'était de trouver, non pas un moteur complet, mais des composants génériques de haute résistance, des systèmes hydrauliques intacts, des câblages longs, des relais de commande, et surtout, l'outillage lourd que notre petite équipe n'avait pu transporter. J'ai laissé Dubois et Mercier sur place, armés de mon autorité et d'une mission simple. Décortiquer le moteur gauche pour le nettoyer, le stabiliser, et surtout, démonter la queue et la partie de l'aile endommagée pour évaluer la déformation du longeron principal. Si le longeron était trop compromis, l'opération entière était vouée à l'échec. Mon voyage fut une odyssée en soi. La jungle est un ennemi silencieux et mortel. J'ai lutté contre la maladie, contre la faim, contre les sentinelles japonaises que nous devions contourner avec une prudence chirurgicale.
Chaque pas était un test d'endurance. Quand j'ai atteint le B-17, c'était la désolation. L'avion était un squelette, ses entrailles mécaniques arrachées par les pillards ou la nature. Mais la chance, cette putain de garce volatile, m'a souri. En fouillant dans l'énorme compartiment à bombes, j'ai trouvé une caisse scellée, oubliée par l'équipage dans l'urgence. Elle contenait un jeu complet de pièces de rechange d'urgence, destinées à un autre escadron, mais détournées par erreur. Il y avait des bougies d'allumage neuves, un régulateur de tension pour Allison, un miracle, et le Graal, un ensemble de vérins hydrauliques pour les volets, et un segment d'aile de secours, plus petit, mais avec de l'aluminium pur que je pourrais utiliser pour les greffes. Mais le moteur restait le problème. J'ai récupéré ce que je pouvais et, chargé comme une mule, j'ai commencé le chemin du retour. De retour au camp, après 5 jours d'absence, Dubois et Mercier avaient fait un travail titanesque. Le tronçon de queue endommagé était démonté et étiqueté. Le longeron, malgré un pli effrayant, était réparable, selon l'analyse de Dubois, s'il était renforcé par des plaques d'acier. Ils avaient transformé les tôles du fuselage brisé en outils de fortune, des pelles, des pinces. Mais l'exploit le plus remarquable fut leur découverte. À 3 kilomètres de là, dans un marais putride, ils avaient délocalisé la queue d'un autre P-38, abattu des mois plus tôt. L'avion était irrécupérable, mais sa nacelle de moteur, la fameuse boom, n'avait pas subi d'impact direct. Il était possible que le moteur, bien que noyé et corrodé, puisse être cannibalisé. C'était un coup de poker. C'est là que j'ai pris ma deuxième décision folle, oublier la réparation du moteur droit actuel. Nous allions remplacer l'intégralité du boom droit avec celui de l'épave du marais et l'adapter au fuselage central. Cela signifiait non seulement démonter une structure colossale, mais aussi la transporter à travers le marais et la jungle et la souder ensuite au reste du fantôme de Gascogne, assurant un alignement au micron près, sans aucun instrument de calibrage adéquat. J'ai regardé Dubois et Mercier. Ils étaient épuisés, recouverts de boue, mais le feu de la mission brillait dans leurs yeux. Nous n'étions plus des mécaniciens, nous étions des sculpteurs de guerre, des alchimistes qui tentaient de transformer la ferraille en foudre. Le temps était compté, et les Japs patrouillaient de plus en plus près. Le véritable travail d'assemblage et de prière allait commencer. Le transport de la nacelle de moteur du P-38 cannibalisé fut le plus grand cauchemar logistique que j'ai jamais vécu, et Dieu sait que l'armée de l'air nous en a fait voir de toutes les couleurs. Nous avons surnommé cette opération « Moïse dans le marais ». Le boom droit, bien que dépouillé de son carénage principal et de son hélice, restait une pièce massive, pesant des centaines de kilos de métal rigide. Le marais, lui, n'était pas de l'eau, mais une mélasse noire et huileuse qui s'agrippait à tout, infestée de créatures et exhalant une odeur putride. Nous n'avions ni grue, ni treuil électrique, ni même une piste dégagée. Nous avions des cordes de récupération, quelques poulies de fortune et la rage dans les muscles. Pendant 4 jours interminables, sous le soleil cuisant et les averses soudaines, nous avons tiré, soulevé, glissé et maudit cette pièce vitale. Mercier, dont la force physique était surhumaine, s'est transformé en bête de somme, s'enfonçant jusqu'à la taille pour empêcher le fuselage de s'incliner ou de se briser davantage. Dubois et moi, nous dirigeons l'effort, utilisant des troncs d'arbres coupés à la hache comme levier et comme patin pour faire glisser le métal sur la boue. Le secret d'une telle tâche n'est pas la force, mais la patience et la méthode. Chaque mètre gagné était une victoire contre l'inertie et la nature. Nos mains étaient en sang, nos uniformes pourris par la sueur et la boue. Le pire, c'était le silence oppressant, brisé seulement par nos halètements et le clapotis de la vase. Ce silence signifiait que les Japonais étaient peut-être proches. Une fois la nouvelle nacelle, le boom ramené au camp, le vrai travail commença. La chirurgie structurelle. L'épave originale du fantôme devait recevoir sa greffe. J'ai utilisé l'essence de l'avion pour nettoyer et dégraisser les zones de soudure. Une pratique dangereuse, mais nous ne pouvions pas attendre un dégraissant standard. Il fallait s'assurer que la soudure tiendrait la contrainte de Mach 0. 7 en piqué. J'avais un poste de soudure portable, un miracle d'ingénierie que j'avais exigé d'apporter. Mais souder de l'aluminium sous contrainte, dans l'humidité, est un art que peu maîtrise. J'ai soudé pendant 48 heures sans sommeil, utilisant des pièces de renforcement découpées dans la tôle du B-17 récupéré, des plaques d'acier cintrées pour épouser la forme des longerons originaux. Chaque passe de soudure était une prière, chaque étincelle un défi au destin. Le métal devait parler la même langue, et j'étais son interprète. Le danger n'était pas seulement mécanique, nous étions isolés.
Un matin, en partant chercher de l'eau, Mercier est tombé sur des traces de bottes, fraîches. Pas les nôtres, les bottes japonaises. Notre présence était connue, ou du moins soupçonnée. La pression est montée d'un cran. Le travail est devenu frénétique. Nous ne dormions plus par cycle, mais par chute. 1 heure par-ci, 2 heures par-là. Le corps ne s'arrêtait que lorsque l'esprit refusait de donner un autre ordre. Nous travaillions sous la menace constante d'une patrouille ennemie, le fusil posé juste à côté de la clé à molette. Le moindre bruit métallique pouvait nous trahir. Pendant ce temps, Dubois s'occupait de l'électronique et de l'hydraulique. Il a fallu repasser des kilomètres de câbles, réparer les conduits hydrauliques déchirés par le crash et par la corrosion. Le système de commande du P-38 est incroyablement complexe pour l'époque et chaque raccordement devait être parfait. Un inversement dans le circuit des volets ou de la profondeur signifierait la mort assurée du pilote. Il utilisait une lampe à acétylène et une loupe pour inspecter chaque joint, chaque gaine. Le mécanicien fou n'était rien sans son équipe de virtuoses de la débrouille. Nous mangions des rations froides, buvions l'eau traitée au chlore et vivions uniquement pour un but, entendre à nouveau ce rugissement de l'Allison. La greffe fut un succès structural. Le nouveau boom droit était en place. Il ne restait plus qu'à y installer le moteur. Nous avions cannibalisé les meilleures pièces du moteur droit original et du moteur du Marais pour en créer un seul, fonctionnel. Ce n'était pas un moteur neuf, c'était un monstre de Frankenstein mécanique. Les cylindres étaient usés, l'huile suintait légèrement, mais il tournait au banc d'essai, que j'avais fabriqué avec des pièces d'une Jeep abandonnée. L'heure de vérité approchait. L'avion était de nouveau un ensemble, mais l'acte de le faire décoller de cet endroit confiné, après une reconstruction aussi radicale, était la folie ultime. L'assemblage final du P-38 s'est déroulé dans une course contre la montre que même l'aiguille d'un chronomètre militaire n'aurait pu capturer. Notre moteur Frankenstein, le nouveau cœur droit, était en place. Il crachait de la fumée, il toussait, mais il tenait un ralenti. C'était un mélange d'acier, de pièces de différents numéros de série et d'une volonté pure. Maintenant, la plus grande menace n'était plus la mécanique, mais l'environnement immédiat. La clairière qui avait servi de zone de crash était tout juste assez longue pour un atterrissage d'urgence, mais beaucoup trop courte pour le décollage d'un chasseur lourd comme le P-38 Lightning, surtout avec une charge complète de carburant. Les ingénieurs du Pacifique estimaient qu'il fallait au moins 1500 mètres de piste dégagée pour ces machines. Nous en avions au mieux 600, bordés d'arbres massifs et, plus menaçants encore, de rochers et d'un ravin à l'extrémité. Nous avons passé les 3 jours suivants à transformer cette clairière en piste. Ce fut un travail de pionnier à main nue. Mercier s'est armé d'une hache et d'une pelle, abattant les palmiers et déplaçant les débris de roches. J'ai utilisé le treuil de la Jeep et les câbles d'arrimage pour déraciner les souches les plus tenaces. Chaque nuit, nous étions épuisés, les bras et les épaules endoloris, mais l'image du P-38 trônant au milieu de notre œuvre nous donnait la force de continuer. Nous avons nivelé le terrain du mieux que nous pouvions, compactant la terre meuble avec les roues de la Jeep et nos propres bottes. Ce n'était pas une piste, c'était une bande de terre ferme, une ligne de départ dangereusement courte. Pendant que nous finalisions la piste, le danger extérieur s'est manifesté de manière brutale. Nous avons repéré les lumières de torches et le son de voix japonaises à moins d'1 kilomètre de l'autre côté du ruisseau. Ils patrouillaient. Ils nous cherchaient, ou peut-être cherchaient-ils l'épave dont ils savaient qu'elle avait été abattue. L'odeur d'essence et d'huile et le bruit intermittent de nos moteurs de test agissaient comme un phare dans la nuit. Nous devions accélérer. L'échéance n'était plus fixée par l'armée de l'air, mais par l'ennemi. J'ai passé un temps obsessionnel à vérifier l'alignement des gouvernes, le réglage des volets et des ailerons. Le problème majeur d'un P-38 dont l'une des nacelles est remplacée est le risque de désalignement aérodynamique, ce qui provoque une portance asymétrique. Un simple degré de déséquilibre pouvait envoyer le pilote en vrille mortelle dès le décollage. J'ai utilisé un fil à plomb et des niveaux à bulle de fortune, comparant le côté gauche original avec le côté droit greffé, millimètre par millimètre. J'ai ajusté, désajusté, puis réajusté les câbles de commande jusqu'à ce que mon instinct crie « c'est bon ». Il fallait un pilote prêt à risquer sa vie sur une machine rafistolée, reconstruite par un fou sur une bande de terre qui ressemblait à un suicide assisté. J'ai contacté la base par radio de campagne,
donnant un rapport qui était, honnêtement, une collection de demi-vérités optimistes. J'ai confirmé que le fantôme de Gascogne était apte au vol de récupération. Mais j'ai omis la nature exacte de la piste. Le capitaine Sheridan, fidèle à lui-même, a insisté pour être le seul à le ramener. Son avion, son destin. 2 jours plus tard, il a parachuté avec une radio portable et, plus important que tout, un sourire plein d'une confiance folle. Il a inspecté mon travail. Il a regardé la soudure du boom, il a démarré le moteur de Frankenstein, il a testé les commandes. Il n'a pas posé beaucoup de questions techniques. Il m'a regardé, les yeux dans les yeux, et a dit simplement en anglais « Moreau, si ça vole, vous êtes un dieu. Si ça ne vole pas, on meurt ensemble, mais j'aurais essayé. » Nous avions le carburant, nous avions le pilote, et nous avions le temps de faire une seule tentative. Une seule. Le lever du soleil serait notre heure H, l'heure à laquelle l'humidité serait la moins dense et le vent de face. S'il ne partait pas à l'aube, nous devions le détruire pour qu'il ne tombe pas aux mains de l'ennemi qui se rapprochait. La jungle s'était tue, retenant son souffle pour le jugement de l'air. L'aube sur la Nouvelle-Guinée était toujours la même, brutale, moite et chargée de promesses trahies. Mais ce matin-là, l'air semblait plus mince, plus électrique. Sheridan était installé dans le cockpit, le fantôme de Gascogne, devant lui, prêt à courir sur la piste la plus courte et la plus hasardeuse qu'un P-38 ait jamais foulée. J'ai fait un dernier tour, tapoté le fuselage greffé et fait un signe de la main au capitaine. Il a levé le pouce. Il n'y avait plus rien à dire. La mécanique était terminée, place à la foi. Dubois et Mercier se tenaient de part et d'autre de la piste, armés, leurs regards fixés sur la lisière de la jungle, assurant notre couverture minimale. S'il y avait une attaque, ils devaient la tenir assez longtemps pour que l'avion prenne son élan. Sheridan a d'abord démarré le moteur gauche, l'original, celui en qui nous avions confiance. Le puissant Allison a craché une épaisse fumée et a rugi, secouant la terre sous nos pieds. Puis, il a engagé mon Frankenstein droit, le moteur assemblé à partir de 3 carcasses. J'ai retenu mon souffle. L'hésitation fut courte, le temps d'une prière non dite. Le moteur a toussé, puis il a saisi l'air, s'est stabilisé et a pris son rythme. Le son était légèrement différent. Un peu plus rauque, moins uniforme, mais il tenait. La puissance était là, brute et incontrôlée, comme l'exigeait un P-38. Le moment est venu. Sheridan a actionné les gaz à fond, et le fantôme a commencé sa course de vie ou de mort. Sur une piste normale, l'accélération du P-38 est une démonstration de puissance. Ici, elle était une lutte. L'avion a roulé sur la terre molle, le train d'atterrissage tremblant, l'hélice brassant de la poussière et des débris. J'ai vu le nez piquer légèrement, signe que le contrôle de direction était difficile à maintenir, l'asymétrie de poids causant son effet. Sheridan compensait avec une brutalité que seul un as pouvait oser, corrigeant le couple moteur à la dernière minute. Les mètres filaient, et l'extrémité de la piste, les arbres et le ravin, s'approchaient à une vitesse terrifiante. Le temps s'est dilaté, transformant cette course de quelques secondes en une éternité de terreur. Je pouvais distinguer la tension dans les épaules de Sheridan. L'avion était lourd, trop lourd pour cette distance. Il ne prenait pas assez de vitesse. À l'instant où nous nous sommes dit que c'était fini, que l'avion allait s'écraser dans les arbres, Sheridan a tiré la poignée, poussant la machine à son maximum absolu, allant au-delà de la ligne rouge. Et là, c'est arrivé. Le fantôme a hurlé. Ses ailes ont mordu l'air avec une force désespérée. Il a tremblé violemment. Puis, dans un dernier effort contre la gravité et la jungle, il s'est soulevé. Il n'a pas pris de l'altitude. Il a simplement évité les obstacles. Il a effleuré la cime des palmiers de son train d'atterrissage encore sorti, a plongé dans le creux du ravin et, à la surprise de la jungle tout entière, il est remonté, s'arrachant à l'étreinte de la terre. Un grondement de victoire a remplacé le vacarme du décollage. Un rugissement de l'Allison greffé qui tenait bon. Nous l'avons regardé s'éloigner, disparaître dans les nuages bas, un point d'argent renaissant. Dubois et Mercier ont lâché leurs armes et ont poussé des cris de joie, des hurlements de soulagement et d'incrédulité. J'étais là, debout dans la boue, le cœur battant à tout rompre, regardant la trajectoire où notre création avait disparu. Le mécanicien fou avait réussi. Non par la chance, mais par l'obstination et l'ingéniosité. Le fantôme de Gascogne n'était pas seulement sauvé, il était renvoyé au combat,
prouvant que même la ferraille peut être ramenée à la vie, et que la volonté d'un seul homme peut défier la logique de la guerre. J'ai repris la radio, et j'ai envoyé le message final, simple et efficace, qui est entré dans la légende de l'escadron. Le fantôme est en l'air. Mission accomplie. Nous n'avions plus qu'à nettoyer notre camp, laisser le moins de traces possible pour l'ennemi, et entreprendre le long retour à pied. Mais nous savions que, quelque part au-dessus de nous, un P-38, rafistolé de pièces volées et de soudures artisanales, volait à nouveau pour venger les autres. Et c'est là, dans cette boue lointaine, que j'ai compris que mon combat n'était pas de tuer, mais de redonner la vie aux machines, de leur redonner une chance. La joie et l'adrénaline du décollage se sont vite dissipées, remplacées par une fatigue écrasante et la nécessité de survivre. Nous avions réussi l'impossible, mais nous étions toujours en territoire ennemi, sans avion, et à des jours de marche de notre base. Notre mission de sauvetage se transformait en mission d'extraction. Nous avons méticuleusement saboté ce qui restait sur le site, la Jeep d'où j'avais tiré des pièces, les outils irrécupérables, l'abri de fortune. L'objectif était de ne laisser à l'ennemi qu'un vague souvenir de notre passage, des traces de boue et de métal tordu, sans aucune information exploitable. La marche du retour fut différente de l'aller. Nous n'étions plus chargés d'espoir, mais d'une fierté silencieuse. Chaque pas était lourd, non seulement à cause de la jungle humide, mais du poids de ce que nous avions accompli. Nous avions défié les règles de la guerre et gagné. Pendant que nous luttions pour traverser la jungle, l'information nous est parvenue par la radio de campagne portable de Dubois. Le capitaine Sheridan avait réussi à rejoindre la base de Port Moresby. Le fantôme de Gascogne, notre monstre ressuscité, avait tangué pendant le vol, son Allison droit crachotant parfois un peu plus que la normale. Mais il avait tenu. Mieux encore, l'avion, rapidement remis en état standard de combat par l'équipe de mécanique de la base, a été renvoyé en mission dès le lendemain. Notre folie mécanique avait eu un impact immédiat sur le front. C'était la véritable récompense. Savoir que le métal que nous avions ressoudé avec nos mains allait faire la différence dans la bataille aérienne. Pour moi, Jean-Pierre Moreau, l'accueil à la base fut partagé. Les pilotes me regardaient comme un sauveur, le mécanicien qui ne laissait jamais un avion derrière lui. Mais les officiers de la logistique, les hommes des papiers et des règlements, me regardèrent d'un œil noir. J'avais contourné toute la chaîne de commandement, détourné des pièces, pris des risques fous et gaspillé des ressources pour une opération que tout manuel militaire aurait déclarée impossible. J'ai été convoqué par le colonel en personne. Je m'attendais à une réprimande sévère, peut-être à une rétrogradation. Mais le colonel, un vieil aviateur aux yeux fatigués, m'a simplement fixé. Il m'a montré une photo récente du fantôme, avec une nouvelle marque de victoire peinte sur son flanc. Il a souri, un sourire sec et rare. « Moreau, a-t-il dit, vous êtes un danger pour la discipline, un anarchiste de la ferraille. Mais vous avez sauvé un avion que nous avions perdu, et plus important encore, vous avez sauvé l'esprit de cet escadron. Continuez votre folie. Mais tenez-moi au courant la prochaine fois. » Mon statut de mécanicien fou était scellé, non pas comme une insulte, mais comme une médaille non officielle. Le fantôme de Gascogne, avec son moteur Frankenstein et ses soudures artisanales cachées sous la peinture fraîche, a continué à voler pendant encore 3 mois intenses, devenant une légende vivante du Pacifique. Chaque fois qu'il rentrait, je me précipitais pour le vérifier personnellement, pour m'assurer que les cicatrices de la jungle que j'avais pensé tenaient le coup. Cet avion était plus qu'un P-38. Il était la preuve que dans la guerre, l'ingéniosité, l'entêtement et une pincée de folie peuvent être plus puissants que les ressources illimitées. Cet exploit est resté dans l'ombre des grands récits de combat, mais pour moi, et pour les hommes qui ont vu le P-38 s'arracher à la jungle, c'était la plus belle victoire de toute la guerre. L'histoire du fantôme de Gascogne n'a pas seulement été une victoire mécanique. Elle est devenue, pour tout l'escadron, un puissant symbole moral dans l'enfer du Pacifique. Les pilotes, déjà confrontés au stress des missions quotidiennes contre des adversaires déterminés, voyaient dans cet avion ressuscité la preuve tangible que rien n'était vraiment perdu. Avant cet exploit, la perte d'un P-38 était considérée comme définitive. Après, on chuchotait que si Moreau l'avait vu, il y avait peut-être encore une chance. Mon surnom, le mécanicien fou, a perdu toute connotation moqueuse pour devenir un titre de respect, une garantie d'ingéniosité sans limite. Le Lightning à double queue, avec ses lignes épurées et sa puissance de feu,
inspirait déjà la crainte chez l'ennemi. Mais savoir que même un avion qu'il croyait avoir détruit pouvait revenir les hanter, cela ajoutait une couche de terreur psychologique. Le fantôme, avec son moteur hétéroclite, a participé à plusieurs missions cruciales, notamment l'escorte de bombardiers sur Rabaul, où sa simple présence rassurait les équipages. Cet avion était notre talisman, un rappel constant que notre volonté de combattre dépassait leur capacité de destruction. J'ai continué à travailler sans relâche, mais ma perspective avait changé. Je ne voyais plus la réparation comme une simple tâche, mais comme un acte de rébellion contre le gaspillage et l'oubli. Chaque soudure, chaque rivetage que j'ai effectué par la suite portait la marque de cette aventure. J'ai commencé à former Dubois et Mercier à mes méthodes d'improvisation radicale, leur enseignant comment transformer la ferraille en pièce vitale, comment utiliser la boue comme agent de refroidissement et le jus de lime comme désoxydant d'urgence. Ces techniques, nées de la nécessité absolue dans la jungle, sont devenues des procédures non écrites de notre section, des secrets que seuls les hommes de mon équipe connaissaient et appliquaient. Cependant, comme tous les miracles de guerre, le fantôme de Gascogne n'était pas destiné à voler éternellement. 3 mois après son retour, au-dessus de la mer de Bismarck, il a été gravement endommagé par un Zéro lors d'un combat féroce. Le capitaine Sheridan a réussi à s'éjecter, mais le Lightning, le héros de notre reconstruction, a plongé dans l'océan, emportant avec lui le moteur Frankenstein et les plaques de renfort que j'avais soudées. En apprenant la nouvelle, j'ai ressenti un pincement au cœur, mais pas de tristesse. L'avion était mort au combat, en plein ciel, et non pas lentement, humilié dans la boue. Il avait accompli sa mission de rédemption et était parti en gloire. Son histoire est restée. Des mois plus tard, de nouveaux P-38 arrivaient à la base, neufs et étincelants, mais aucun n'avait l'aura du fantôme. Le récit de l'avion ressuscité est devenu la légende fondatrice de notre escadron. Il nous rappelait que l'homme, avec son génie et sa détermination, est toujours supérieur à la machine, et que même au milieu des horreurs de la guerre, l'espoir peut être forgé à partir d'un tas de débris. Et c'est cette folie, cette conviction française, que l'impossible n'existe pas, qui nous a permis de tenir jusqu'à la fin. Même après la disparition du fantôme de Gascogne sous les vagues, mon travail n'a pas cessé, mais il a acquis une nouvelle dimension. L'exploit de la reconstruction est passé de l'histoire secrète d'un escadron à un mythe circulant dans tout le théâtre d'opération du Pacifique. D'autres avions, abattus dans des circonstances similaires, ont été désignés pour une tentative Moreau, même si aucune n'a jamais égalé l'audace et le succès de la première. J'étais devenu la ressource ultime pour l'impossible. On me parachutait dans des zones reculées avec le minimum d'outils, comptant sur ma capacité à transformer le néant en fonctionnalité. La jungle était devenue mon atelier. Cette période m'a profondément marqué. La guerre m'a appris que la fragilité du métal était un miroir de la fragilité humaine. Un avion, tout comme un homme, peut être brisé, mais la résilience de l'esprit, la volonté de se remettre ensemble, est ce qui fait la différence. J'ai vu des pilotes pleurer la perte de leur machine plus que la menace de leur propre mort, car pour eux, l'avion était une extension de leur âme, leur unique bouclier contre la mort. En sauvant le fantôme, je n'avais pas seulement sauvé un tas de pièces, j'avais réaffirmé cette connexion vitale. Lorsque la guerre s'est achevée, je n'ai pas pu revenir à une vie normale de mécanicien d'atelier. La paix me paraissait trop silencieuse, trop propre. Le bruit des clés à molette sur des pièces neuves manquait de la tension existentielle que l'on trouve en réparant un moteur dont dépendent des vies. J'ai gardé le petit carnet de notes que j'avais utilisé dans la jungle, celui imbibé de boue et de sueur, contenant les schémas griffonnés de mes soudures et de mes ajustements improvisés. C'était mon diplôme, ma preuve que les règles sont faites pour les temps faciles, et que dans les moments de crise, c'est l'audace et le génie qui priment. Aujourd'hui, quand je vois un P-38 restauré dans un musée, brillant sous les projecteurs, je pense toujours au fantôme de Gascogne. Je pense à son moteur Frankenstein, à ses ailes qui ont tremblé au décollage sur une piste faite de désespoir, et à l'odeur de la jungle sur l'aluminium chaud. Je me souviens de l'incrédulité et du respect dans le regard de Sheridan. Cet avion, c'était ma guerre. Une guerre gagnée, non pas avec des bombes, mais avec de la sueur, du courage et une simple conviction française, qu'il est toujours possible de réparer ce qui est brisé, tant qu'il reste un seul morceau d'acier à souder et une once d'espoir dans le cœur d'un homme.
Après la guerre, mon retour en France fut à la fois un soulagement et un choc. Le monde que j'avais quitté était dévasté, mais d'une manière différente de la jungle. La destruction en Europe était celle des villes et des institutions. La destruction dans le Pacifique était celle de l'âme face à l'hostilité totale de la nature et de l'ennemi. J'ai eu du mal à me réintégrer. Les bruits de la ville, les klaxons, étaient étrangers comparés aux hurlements d'un Allison en surcharge ou au silence de la jungle. Mais une chose est restée, ma passion pour la mécanique impossible. J'ai trouvé ma place en travaillant sur des projets de restauration d'avions de guerre, ces mêmes machines qui avaient marqué ma jeunesse et ma survie. Ce n'était plus une question de vie ou de mort, mais une question d'honneur et de mémoire. En touchant l'aluminium froid des ailes de Mustang ou de Spitfire, je pouvais toujours sentir l'humidité de la Nouvelle-Guinée sous mes paumes. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à raconter l'histoire du P-38 et du mécanicien fou. Pas pour me vanter, mais pour que l'exploit de Dubois, de Mercier et la foi du capitaine Sheridan ne soient pas oubliés, noyés dans les statistiques de guerre. Les gens écoutaient avec un mélange de fascination et de doute. Comment un homme seul, avec 3 outils et de la ferraille, avait-il pu faire ce que des bases entières de l'armée de l'air auraient jugé irréalisable? La vérité est que la guerre vous pousse à des limites que vous ignorez posséder. Elle vous enlève le luxe de dire « c'est trop difficile ». Dans cet enfer, chaque vie sauvée, chaque avion remis en vol, était un petit miracle qui justifiait la brutalité de notre existence. J'ai compris que mon rôle n'était pas seulement de réparer les machines, mais de raconter ces histoires pour que les générations futures comprennent le vrai prix du courage et de l'ingéniosité. C'est pourquoi je partage ce récit aujourd'hui. J'ai revu le capitaine Sheridan des années après, lors d'une réunion d'anciens combattants. Il avait vieilli, ses cheveux s'étaient éclaircis, mais ses yeux avaient toujours cette étincelle d'incrédulité et de gratitude. Il m'a raconté comment, lors de ce vol de décollage, il avait prié. Il m'a dit qu'il avait senti le fantôme se battre pour lui, comme s'il était vivant. Cette conversation a validé tout ce que je croyais. Le fantôme de Gascogne était plus qu'une machine. C'était l'incarnation d'un défi humain. Un témoignage que même lorsque tout est contre vous, la petite flamme de l'espoir et de l'obstination peut transformer la tôle froissée en foudre de guerre. Aujourd'hui, l'écho de cette guerre s'est estompé, mais l'héritage du mécanicien fou perdure. L'histoire de la résurrection du P-38 dans la jungle est devenue une anecdote, puis une légende, un chapitre non officiel dans les annales de l'ingénierie aéronautique en temps de conflit. Pour moi, elle reste le point culminant de ma vie. Elle n'est pas seulement l'histoire d'une réparation, mais celle de la solidarité. C'est la preuve qu'un Français, un Américain et leur petite équipe, armés de peu et confrontés à l'impossible, peuvent écrire leur propre page d'histoire. Nous avons laissé derrière nous des milliers d'épaves dans cette jungle, des tombes de métal et d'hommes. Mais le fantôme, lui, n'est pas resté. Il est revenu. Et c'est ce qui compte. C'est un message d'espoir adressé à tous ceux qui luttent contre l'adversité, qu'elle soit dans un cockpit, dans un atelier ou dans leur propre vie. N'acceptez jamais que quelque chose soit irréparable. Tant qu'il y a des outils, des mains et un cœur battant, il y a une solution. Mon dernier acte d'hommage à cette époque fut d'enseigner. De transmettre à une nouvelle génération de techniciens non seulement les schémas et les lois de la physique, mais la philosophie de la débrouillardise extrême. De leur dire, quand l'usine vous dit qu'il faut 1 mois pour obtenir la pièce, trouvez-la en 1 heure dans un tas de ferraille. Soyez le fou qui refuse de perdre. Soyez celui qui voit la vie où les autres voient la mort. Voilà mon histoire. Celle de Jean-Pierre Moreau, le mécanicien que la guerre a transformé en alchimiste, capable de transformer la boue et le métal tordu en un instrument de victoire. N'oubliez jamais les leçons que la guerre nous donne. N'oubliez jamais le sacrifice et n'oubliez jamais l'ingéniosité. L'esprit humain est le moteur le plus puissant de tous.